that smoke. I don't need to take that toke, but I know I'm gonna. New headline on the daily. I'ma need a hit so I could take it. I can't take this. I'm sensitive. Oh, so sensitive. I don't like to go on the gram. It's taking me from who I really am. I'm about to lose it. Put you in my Twitter fingers. I just go ahead and spark up. It's too much. Big dreams, bad habits. Scroll and roll and smoke till blurry. Henny Coke if I were sipping. Please comprehend. I'm sensitive. I'm just so sensitive. I'm so sensitive. I'm sensitive. So sensitive. Showing on the news and you print it in the paper first thing when I jump up online. All I see are images of murder and then pillage, and so hell yeah, I'ma get high. Shit's fucking me up. Sensitive. I'm sensitive. So sensitive. I'm sensitive. I'm so shit's fucking me up. Sensitive. Ravi, oui, d'ailleurs. C'est mieux de le dire quand vous l'entendez. Oui, ça y est? Vous l'entendez? Oui. Pardon. Voilà. On va commencer ainsi en douceur. Ravi donc de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre qui tourne autour de l'art du portrait entre mémoire et fiction. Alors, ce sont des portraits, comme l'on dit dans ces cas-là, pluriels, qui nous emmènent dans les lieux qui ne sont pas forcément proches, mais en tout cas qui sont nourris par cette même volonté de décrire une réalité avec une pointe d'imagination et peut-être une pointe de mémoire. Alors, avec nous, Ludmila Charles, la belle saison. Nous sommes partis là en Tchéquie et nous suivons, en tout cas, on pourrait imaginer, puisque le nom de la ville fait penser à une ville qui existe en Tchéquie, on est dans un pays de l'Est, et on suit le destin de personnages et de femmes, un destin sur plusieurs années. Il y a des affections familiales, il y a aussi même une forme de mondialisation, puisqu'à un moment, un des personnages va travailler en Grande-Bretagne. En tout cas, ce sont des personnages ancrés dans l'histoire, une histoire d'autant plus proche que, malheureusement, l'actualité des pays de l'Est est revenue à la une d'une certaine manière pour le grand public. Avec vous, Emmanuel Chaussade, elle, la mère, vous nous racontez cette mère, et on va la découvrir. Il y a plusieurs strates de découverte. Au départ, ce n'est juste qu'une mère, si j'ose dire, avec l'affection que peut lui porter un fils. Et puis on découvre que derrière ce portrait, vous allez nous aider à découvrir que c'est une mère qui est bien plus, entre guillemets, engagée qu'on ne le pense, bien plus courageuse qu'on ne le pense, et qui a livré des combats que le portrait que vous, écrivain, esquissez et bâtissez, des combats qu'on va découvrir ainsi. Et Benoît, voilà, Benoît Coquille, nous emmène à Buenos Aires. C'est bien connu, Buenos Aires n'existe pas. Donc, en revanche, Marcel Duchamp existe. Et eh bien, ce Marcel Duchamp, dont on croit tout connaître, puisque c'est vrai qu'il est toujours à la mode, il y a régulièrement une exposition. Dès qu'on nous parle d'art contemporain, à tort ou à raison, on invoque l'étendard Marcel Duchamp. On découvre qu'il y a des années mystérieuses. Et c'est ces années que vous allez nous aider à imaginer. Et peut-être que sans le savoir, vous êtes tout proche de la réalité qu'a effectivement vécu Marcel Duchamp. Et puis, il y a une sorte de pluie proustienne, si j'ose dire, avec vous, Fouad El-Etre, en mémoire d'une saison de pluie, puisque à la faveur d'une pluie, de forêt et d'images, on replonge dans des sourires, des souvenirs qui sont très pluriels. Il y a des histoires d'amour, il y a beaucoup de bruit. C'est un livre très poétique, c'est comme ça que vous l'avez voulu, et c'est surtout un livre qu'on peut découvrir à son rythme. En tout cas, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait même le commencer par la fin, ce n'était pas grave, parce que c'est des images qui arrivaient finalement au lecteur. Et comme vous le savez, on le dit toujours à Laval, ce qui est important pour nous, pour vous, c'est de donner envie aux gens d'ouvrir vos livres, parce que sinon on fait le résumé et puis on se quitte là. Alors, la première question peut-être qu'on peut vous poser à tous quatre, c'est que le titre le dit bien, le titre de notre table ronde, l'art du portrait entre mémoire
et fiction. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Ludmilla, de puiser dans une sorte de mémoire secrète, mémoire cachée au fond de vous, pour raconter ces trajectoires dans votre livre? Parce que finalement, ce portrait, il s'appuie sur quoi? Sur des souvenirs, sur des mémoires, sur une volonté complètement de vous nourrir de fiction. Quelle a été la source, l'élément moteur? Je vous cède le micro. Merci beaucoup. Oui, je crois, oui, que ça puise profondément, même dans la mémoire, dans ma mémoire, et que écrire à partir de ces souvenirs, si je l'ai fait, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'impression que ça me permettait de comprendre ces souvenirs et de comprendre, alors j'allais dire le personnage que j'ai décrit, mais ce personnage, il est fait de briques et de brocs, il est fait de plusieurs souvenirs de plusieurs personnes. Mais il m'a semblé que je comprenais mieux ce dont je me souvenais en l'écrivant, en l'agençant, le réinventant, en échangeant parfois d'ailleurs des caractéristiques qui étaient celles d'un personnage sont devenues celles d'un autre et finalement prenaient davantage de sens et me permettaient de mieux comprendre le réel, aussi bizarre que ça puisse paraître. Avec cet élément important, c'est que votre livre, La Belle Saison, alors la Belle Saison, c'est l'été, on va découvrir pourquoi au fur et à mesure du livre, ça se passe dans ce, entre guillemets, bloc de l'Est qui va connaître évidemment des bouleversements. Tchernobyl, la fin d'une certaine conception de l'URSS, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà des changements, vous nous racontez le destin de personnes. On s'aperçoit que derrière, c'est une lapalissade, mais on ne s'en rend pas forcément compte, derrière ces grands murs qui s'écroulent, qu'ils soient Berlin ou ailleurs, il y a des trajectoires qui continuent. Non seulement qui continuent, mais qui ne changent pas. J'ai eu l'impression, parce que ma famille vient non pas de Tchéquie, mais de Slovaquie, ce qui est limitrophe, mais pas tout à fait pareil. J'ai eu l'impression que leur trajectoire ne déviait pas et que les changements politiques importants qui sont intervenus, finalement, ne changeaient pas grand-chose à leur vie quotidienne, qu'ils continuaient tout simplement un chemin qui n'était pas sinueux, qui continuait tout droit, comme s'ils étaient un peu trop bas pour sentir les effets de ces changements politiques qui avaient lieu plus haut qu'eux. Dans votre livre, Emmanuel, la mer, il y a déjà une première question qui est un indice, hein, si on reste sur cette tonalité de portrait, c'est ce titre, Elle, virgule, la mer. Parce que le livre se serait appelé La mer. On est déjà dans un certain registre de vocabulaire. Hein. On s'imagine, et ce n'est pas péjoratif, dans un village, par exemple en Provence, la mer, elle vient quand? Vous avez tenu à faire cohabiter ce Elle, l'affirmation d'une féminité, et la mer. Alors déjà, c'est peut-être un indice. C'est un portrait, si j'ose dire, engagé. Il y avait une volonté de ne pas se cantonner à décrire une mère dans ce qu'elle a vécu, mais bien dans ce qu'elle a été, de ce pourquoi elle s'est battue. C'est aussi, je pense, une mise à distance entre la mère, ma propre mère, et aussi toutes les femmes qui sont mères, et toutes les femmes en règle générale. C'est plus un roman universel, et avec des souvenirs qui se sont télescopés avec l'actualité, que les femmes vivent toujours, avec leurs combats, qui étaient ceux de ma mère qui avait 80 ans quand elle est morte, et les femmes actuelles, et les combats il y a 80 ans et à l'heure actuelle sont les mêmes. Et c'est ça qui m'a beaucoup interrogé. Et c'est ça que je voulais faire partager, tous ces combats qui continuent à l'heure actuelle et qui sont les mêmes qu'il y a 80 ou 100 ans. Avec un autre élément aussi dans Elle, la mer, alors c'est arrivé sans doute après que le livre soit publié, mais ça a une étrange résonance, c'est qu'on a parlé de toute cette actualité autour des EHPAD, du traitement des personnes âgées. Comment vous réagissez? Parce que alors, le sujet central du livre n'est pas cela, mais une mère vieillissante, une mère que son fils va voir, de fait, elle est placée dans la condition d'une personne âgée dans un établissement. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais il y a des étranges résonances de l'actualité parfois. Mais vous savez, les EHPAD, enfin mon livre a été publié avant celui qui a fait scandale, mais ça aussi c'est un combat extrêmement violent, surtout pour un fils, quand on
sa mère est dans un EHPAD, elle ne lui appartient plus du tout. Elle est un numéro, un objet, et on la déplace, et elle fait partie de l'administration, et elle n'a plus rien, elle n'a plus aucun droit. Quand quelqu'un est placé dans un EHPAD, comme ma mère l'a été, on lui a retiré, c'est ce qui m'a le plus choqué, le droit de vote. Carrément. Oui. Et ça, personne ne le sait, mais c'est épouvantable. Parce que les femmes en France, elles ne votent pas depuis si longtemps que ça. Et ma mère, elle ne s'est pas battue pour ça, mais c'était extrêmement important pour elle de voter. Il y avait quelque chose qui était revendiqué, elle tenait à voter. Et elle n'a jamais, je crois, failli à aucun vote. Et moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, en fait, qu'elle n'ait plus le droit de voter, de s'exprimer, même si elle n'avait plus les capacités pour le faire. Mais je trouve qu'on aurait pu lui laisser ce droit, en tout cas. C'est-à-dire que voilà, derrière un portrait se dissimule, parce que vous disiez à l'instant, un combat politique, Oui. ou en tout cas le fait de révéler des choses qui paraissent quotidiennes, mais qui ne le sont pas, Mais qui ne puisqu'on le sont n'est pas. on n'est Mais pas au regardez ce qui se passe aux États-Unis, avec le droit à l'avortement qui est remis en cause. Et c'est un droit pour lequel... courant. Dans l'Arkansas, oui. Enfin, voilà, et partout aux États-Unis. Hein. Et ma mère s'est battue pour ça. Et je trouve incroyable que ça existe encore, que les femmes soient obligées de se battre à l'heure actuelle. C'est quand même incroyable. Et ce portrait de mère universel, c'est ce que j'avais envie de raconter. C'est ce que j'avais envie de dénoncer. Parce que c'est toujours d'actualité. Et à mon avis, malheureusement, ça le sera toujours. Il y a des femmes qui meurent tous les jours en France. C'est quand même inadmissible. Et ça continue. C'est quand même fou. Et ça, j'avais envie de le dire. Parce que la mère de cette mère qui est dans le livre, elle se fait tabasser par un homme alcoolique. Et en fait, c'est toujours d'actualité. Oui, l'intemporalité du Oui. portrait. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Et c'est aussi la force de Lecture en tête, c'est de donner à voir, à entendre, à écouter, à partager des livres qui abordent des sujets et des horizons variés. Alors là, nous partons avec vous, Benoît Duchamp. Benoît Duchamp. Quel lapsus! J'attendais une réaction de la salle, mais bon. Benoît Coquille, bien sûr, dans le monde de Marcel Duchamp. Alors, vous, comment vous avez été amené à vouloir imaginer une partie de la vie de Marcel Duchamp quand il est dans son exil sud-américain, si j'ose dire? Alors, il y a un indice, on sait qu'il aimait beaucoup les échecs. Ça, c'est important. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des années donc à recouvrir, à nourrir, à imaginer. Comment vous avez eu, je fais exprès d'être un peu impertinent, comme on dit, la prétention, mes chers monsieur, si j'ose dire, de réparer, ou en tout cas de remplir cette inconnue historique? Oui, merci. Alors, j'ai pas de filiation familiale, on va dire, avec Duchamp, donc c'est plus une filiation affective que j'ai depuis longtemps avec cet artiste qui m'amuse, qui me plaît. Voilà. Et donc, en lisant sur lui, je suis tombé sur... c'est ce qui n'occupe que 3 ou 4 pages, sans doute, dans les biographies officielles, qui sont quand même assez volumineuses, à savoir le séjour de Duchamp en Argentine, qui est très peu connu, qui a lieu entre 18 et 19, au moment où il fuit New York, enfin il part de New York lorsque les États-Unis rentrent en guerre, pour fuir la guerre tout simplement, et il décide de partir loin, vers le sud, sans trop savoir où. Il se décide pour l'Argentine finalement sans plus de raison et sans connaître personne là-bas, ou presque. Voilà, et du coup mon idée est partie de là, de construire un récit à partir des quelques bribes de documents, d'archives qu'on a sur ces... Donc c'est pas plusieurs années, c'est 9 mois seulement, moins d'une année. Donc c'est un séjour assez court. Hein. Construire un récit à partir des bribes, des traces qu'on a sur ce séjour. Et c'est aussi votre vécu d'universitaire lié au thème quand même de cette Amérique latine. Il y a quelque chose, il y a une rencontre inattendue. Vous aimez Duchamp, vous aimez la civilisation, du moins on le présume, puisque ça occupe votre quotidien universitaire, et vous arrivez par le roman à relier les deux? Oui, effectivement, il y a une double entrée, comme je le disais, un peu affective, et puis liée à l'enfance, où je découvrais les œuvres de Duchamp comme ça, dans un livre d'art pour enfants, enfin La boîte en valise, des choses qui me plaisaient beaucoup de lui. Et puis l'entrée, effectivement, par l'Argentine, qui est mon domaine de spécialité en recherche, en enseignement.
Voilà, donc ce récit, il est à la croisée de goûts, d'intérêts. Et seul le roman permettait finalement cet accomplissement, puisque ça donne une certaine liberté. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Et là, si nous partions en forêt avec vous, Fouad, pour en mémoire d'une saison de pluie, voilà, normalement, on arrivera à trouver assez de micros. Comment vous avez construit ce roman? Parce que votre roman a une tonalité poétique. On rentre dans une forme... Mais il faut que vous le lisiez au micro. Oui, alors, il faut allumer le micro, on va vous aider. Voilà, c'est le mystère. Allez, on va trouver un micro. Alors, voilà. Oui. Ce n'est pas, je m'excuse, ce n'est pas, vous disiez, c'est un poème. Non, oui, c'est un poème. C'est pas, il n'y a pas de tonalité poétique, ça ne veut rien dire. C'est un poème, c'est un roman ou un poème. De toute manière, c'est la même chose. Les grands poèmes sont des romans. Eugène Onegin est un romancier, comme un poète. Et alors, comment vous avez décidé de nous plonger dans cette poésie qui s'étale? Parce que, pardonnez-moi, mais le cliché, c'est qu'effectivement, un poème tient sur une page. Vous allez me dire que non, il peut tenir sur plusieurs pages. La preuve, c'est que les romans sont des poèmes. Mais comment vous avez eu l'envie de nous emmener dans cet univers? Aucune envie, c'est venu comme ça. Ah, c'est arrivé. C'est pas prémédité. C'est un work in progress qui s'est fait en 40-50 ans. Alors, je crois que, je ne sais pas si tout le monde peut vous entendre. Vous disiez donc que c'est un... Ben voilà, le micro, c'est comme la littérature, il doit être tenu proche de l'être. Voilà, alors, si vous tenez les micros proches. Donc, vous disiez que c'était un work in progress. Oui, il s'est révélé être un work in progress. Je l'ai commencé à 18 ans. Et Ce livre, vous l'avez commencé à 18 ans? Et je l'ai terminé à 79. Et qu'est-ce qui fait qu'entre 18 et 79, vous avez laissé des pauses, si j'ose dire? Non, c'est-à-dire que je n'arrivais pas encore à maîtriser la prose, donc il m'a fallu le détour par la poésie pour atteindre la prose. La prose, c'est pas des racontards, c'est de la musique. C'est la musique la plus difficile. C'est la musique et l'anti-musique à la fois. Vous savez, vous m'avez posé une question. Ce qui m'intéresse, c'est que vous y répondiez vous-même. Ben, je vais vous dire le sentiment de lecteur, et on en parlait puisqu'on est dans la subjectivité. Ce qui est intéressant avec votre livre, c'est qu'effectivement, j'ai eu le sentiment, et ceux qui l'ont lu, qui nous font l'amitié d'être là, pourront peut-être partager ce sentiment d'être dans un portrait, mais avant tout d'être dans un univers. Je ne sais pas si ça vous fera plaisir, mais le mot univers poétique, je suis désolé, hein, je dis comme je le ressens, et d'être quelque chose de musical. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans votre livre, il y a quelque chose de musical qui nous transporte ici et ailleurs, et qui fait d'ailleurs qu'on est à chaque fois à un moment présent de l'histoire. C'est comme si on parle de Saint-Malo, on est ici, on est là. C'est un livre, une forme de présent poétique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est un présent poétique. Ah bon, bah c'est alors... pas une histoire. Voilà. Oui, donc, oui, ça ne fait rien. Mais oui, c'est pas grave, Fouad est d'accord avec moi, donc on est sauvé. C'est un présent poétique. Alors, on va quand même parler, et vous aurez l'occasion de lire des extraits pour qu'on se rende compte aussi de ce qu'on dit. Puisqu'on parle de tout ça et cette façon de bâtir de l'histoire, il y a le style, effectivement, et la façon de rentrer dans la vie des personnages. Et vous, Ludmilla, comment vous avez décidé de rentrer? Parce que dans vos romans, ce qui est intéressant, et on ne le dit jamais assez, c'est la diversité des écritures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une croyance qu'un portrait, ça doit se faire d'une certaine manière, on va définir les caractéristiques du personnage. On a le sentiment dans La Belle Saison que vous avez voulu nous faire rentrer dans l'intimité des personnages à travers le quotidien. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, mais ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnages sont dans des trajectoires de vie qu'il faut prendre le temps de découvrir. Et on se dit, vous avez voulu une écriture assez concrète, pas de rentrer directement dans une envolée lyrique. Alors, il aurait pu avoir cette tentation, puisqu'on est à l'Est, puisque c'est un pays en ébullition. Il y a eu, comment vous avez... quelle écriture, quelle musicalité, le terme était employé, vous avez choisi de construire, de nourrir? Eh bien, en fait, le personnage, c'est petit à petit dégagé, presque tout seul. Mais au départ, j'avais
le projet un peu fou peut-être de faire l'histoire, de raconter l'histoire de gens qui n'ont pas d'histoire justement, de gens à qui il n'arrive rien, de gens qui vivent comme tout le monde, à qui il n'arrive rien de marquant, rien de notable. Et le seul moyen, il m'a semblé que le seul moyen d'y arriver, c'était de s'accrocher aux sensations, aux émotions, à toutes ces petites choses qui tiennent aux objets, aux lumières, aux petites choses du quotidien, mais comme vues à la loupe, peut-être. Pour illustrer ce que l'on disait à l'instant, c'est que, par exemple, au début du livre, vous employez un mot qui a défrayé l'actualité, qui était en une des médias, qui va aller des analyses, des paroles d'historiens, la fameuse glasnost. Vous la racontez sous l'angle du vécu et du ressenti des personnages, puisque vous écrivez glasnost, transparence. Elena faisait du russe depuis l'école primaire, comme tout le monde, à Nové Mesto. Les professeurs disaient que c'était une matière très importante, que c'était la langue d'un pays frère. Grâce à nos frères, notre seul dirigeant honnête a fini jardinier municipal, avait maugré Marianne. Mais les langues se mélangeaient dans l'esprit d'Elena. Glace en anglais voulait dire verre, et on disait glace en français. C'était logique. L'eau glacée est transparente, les glaciers réverbèrent la lumière. Fin ou début de l'ère glaciaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ces mots conceptuels qui défraient les analyses, les discours, et on est dans une perception que vous avez voulu très concrète, parfois teintée d'un peu de candeur. Oui, parce que au début au moins de l'histoire, il s'agit de 2 enfants, de 2 petites filles, avec une différence d'âge entre les 2, mais petites. Et j'ai essayé d'adopter leur point de vue candide, oui, vous avez raison, c'est le bon mot, je crois. Leur point de vue candide, leur point de vue d'incompréhension aussi parfois, sur ces grands mouvements, ces mouvements houleux autour d'elles. On parle des points de vue des auteurs. Vous, Emmanuel, on peut s'interroger sur le fait que votre portrait, celui que vous dressez donc de la mère, ait été nourri. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord, puisqu'on est là pour partager nos ressentis de lecteurs, comme l'a très bien suggéré Fouad. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, je le dis maintenant, parce que souvent après, il est trop tard. N'hésitez pas, si vous avez lu les livres, si vous avez les auteurs ici, qui sont à votre écoute et prêts à répondre à vos questions. Il y a la notion de rituel. On parlait de la vie en EHPAD, et il y a cet aspect qui est évoqué, ou en tout cas, quand on est une personne âgée, qu'on est affecté, si j'ose dire, à un hôpital, etc. Et par exemple, à un moment dans le livre, vous racontez cette mère qui est à l'hôpital psychiatrique, et ça donne ce style, cette écriture. À l'hôpital psychiatrique, la mère est prostrée dans un coin d'une chambre face à l'entrée. Elle s'agrippe au tuyau de chauffage. Seule présence de vie réconfortante dans cet espace meublé d'un lit et d'une chaise en fer, une pièce sans porte où le danger rôde partout, une cellule ouverte sur un couloir hostile. Mais qu'est-ce que je fais là? Tu as vu tous ces gens bizarres? On dirait des fous, un vaste passage où déambulent des hommes et des femmes de tous les âges. Quand je dis rituel, je veux dire ces habitudes que l'on prend, qui ne sont évidemment pas des rituels festifs, mais des rituels de la désolation. Est-ce que ça a été aussi une des racines qui a construit votre portrait? C'est-à-dire ce quotidien, celui de la mère évidemment, mais qui se transforme évidemment contre son gré, encore une fois, en habitude. Mais je pense que le quotidien, la vie n'est faite que de petits instants du quotidien, que de rituels. Il y a, pourquoi les couples se séparent? Parce qu'il y a l'habitude qui peut-être tue justement le côté fantasmé d'un amour très passionnel, etc. Mais la vie n'est faite que de petits instants complètement communs, anodins. Et cette petite musique qui revient tous les jours fait la vie. Qui peut être une musique tragique en l'occurrence ici, aussi, qui peut être une musique joyeuse. Parce que la vie n'est pas que belle, elle peut être aussi très laide. Et ça fait partie de la vie. Les 2 côtés sont liés intimement, à mon avis. Et vous avez réussi, parce que ce matin on parlait de l'enfance et certains auteurs nous disaient pour raconter l'enfance il faut devenir adulte. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enfance, en tout cas les livres qui parlaient de l'enfance, ils avaient mis des barrières avec l'enfance qu'ils évoquaient dans leurs livres. Est-ce que vous avez mis des barrières avec
vos propres souvenirs personnels qui font partie de votre intimité la plus Moi, j'ai profonde. mis beaucoup de distance justement pour ne pas juger en fait cette femme. Il y a une tentation de jugement moral Il y qui a, peut... il y a forcément une tentation et j'ai mis énormément de distance. C'est pour ça que j'ai supprimé. L'auteur n'a pas de prénom. Il est cité une seule fois à l'extrême fin du livre, justement pour garder cette distance et cette pas une froideur, parce que je crois qu'il n'y a pas de froideur dans ce livre, mais pour pas juger cette femme et les actes qu'elle a fait dans sa vie, en fait. Qui après trouve, chacun se fait son opinion, mais trouve des explications puisque Oui. vous donnez des indices au lecteur. Donc Bien effectivement, il n'y a pas de gratuité, si j'ose dire, dans le propos. Vous parliez de distance. Et cette distance, on peut plus ou moins la mettre en importance ou pas vis-à-vis du lecteur. Pourquoi ? Parce que vous, Benoît, dans Buenos Aires n'existe pas, vous nous interpellez en tant que lecteur. C'est-à-dire que vous, carrément, comme si vous étiez en train, on parlait d'un présent perpétuel, en train d'écrire votre livre. Ainsi, au début, vous écrivez « Ce soleil, justement, parlons-en. Marcel, quittant la douane, jette un œil au grand drapeau argentin fixé à l'entrée. Il y voit ce soleil au visage de gamin potelé coincé entre deux bandes bleu ciel et se dit qu'il a fait le bon choix. L'Argentine dans le rôle du soleil. Il fera l'ombre, mieux, le porteur d'ombre. Il sera là, mais on ne verra que son ombre. S'il savait ce que c'est que l'été à Buenos Aires, s'il savait ce qu'il attend, il ferait moins le fier. Il y a eu une volonté d'avoir ce ton presque de connivence avec nous, lecteurs. Oui, Ça apportait quoi ? Ça vous permettait de laisser votre imaginaire galoper, presque une permission pour disant, ben voilà, on va être complice de cette effraction, entre guillemets, vis-à-vis de l'histoire ? Oui, effectivement, je cherche une forme de connivence avec le lecteur. C'est pour ça que, d'ailleurs, juste avant l'extrait que vous venez de lire, le livre s'ouvre sur une espèce de bonimenteur qui serait sur les quais de Buenos Aires, comme ça, pour accueillir les vagues d'immigrants venus de tous les pays qui arrivent à cette époque-là et qui viennent par brassées peupler la ville. Donc connivence avec le lecteur, et puis j'aime bien aussi montrer un peu les ficelles, en fait, les coulisses de ce qui est un récit vraiment basé sur des hypothèses, des conjectures, et j'aime bien exposer justement ces hypothèses-là. Dire que pour cette scène-là, attention, je vous montre les coulisses, je ne suis absolument pas sûr qu'elle existait, mais imaginons-la ensemble, comme cette scène de Marcel face au drapeau argentin. Et pendant que vous écriviez, vous aviez une photo de Marcel ? Ou des photos de Marcel ? Beaucoup de photos. Et ça changeait selon la journée d'écriture ? C'est-à-dire qu'à chaque jour, sa photo ? Un petit peu, oui. En tout cas, il y a eu un gros travail d'archives, de portraits de Duchamp, mais aussi de portraits de la ville, enfin de paysages. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments du quotidien argentin, et même quand Marcel Duchamp fait son voyage, vous parlez des salons enfumés, voilà, il y a beaucoup de choses pour nous faire ressentir. On est beaucoup dans l'émotion. Donc il y avait Marcel et l'époque qui vous entourait. Oui, il y a le portrait individuel de Duchamp, cet homme que tout le monde, beaucoup connaissent, mais pris depuis cet angle des quelques mois inconnus en Argentine. Et puis il y avait le portrait collectif de la ville. C'était vraiment ça qui m'intéressait. La ville comme personnage au moins aussi important que Duchamp, et la rencontre entre ces deux personnages, en fait. Le fait Duchamp n'est pas le meilleur observateur de Buenos Aires, il ne la comprend pas très bien. C'est ça qui m'intéressait aussi, d'avoir un observateur paradoxal qui, par exemple, voit défiler des manifestations monstrueuses à l'époque, extrêmement massives, qui vont se terminer dans un bain de sang à la fin de l'année 19 et qui ne comprend pas. Il écrit « Le peuple bouge au loin » et lui, il est dans son univers. Donc on voit les distances et les libertés qu'on peut prendre avec l'histoire. Évidemment, la plus belle des libertés, c'est peut-être la poésie, Fouad. Il y a une question quand même qu'on se pose, c'est que vous nous disiez à l'instant quand Mémoire d'une saison de pluie avait été commencé à 18 ans. Ça veut dire que pendant de longues années, vous aviez conservé où le manuscrit ? Parce que on écrit parfois tous des choses, et puis... Mais vous l'aviez, on a tous peut-être, ça vous est arrivé d'avoir des fragments de manuscrits, puis on les jette, on les oublie. Vous avez toujours su où était ce fragment de manuscrit ? Non, c'était quelque chose d'important, ce manuscrit que j'ai. Vous saviez d'emblée, quand vous l'aviez terminé, que c'était quelque chose d'important ? C'était la matrice même de toute ma poésie. Ah oui, donc c'était... Je le savais. Alors moi, ce que je vous propose, Fouad, et si vous en êtes d'accord, et d'ailleurs, on aura le privilège de vous demander cet exercice à chacun, vous avez compris, je vais vous demander de lire un extrait du livre, parce que finalement, on peut parler,
Mais c'est toujours beau d'écouter la musicalité des mots. Alors, j'avais sélectionné des passages, mais peut-être qu'on pourrait se poser la question si alors, ce début du livre, vous l'avez écrit à 18 ans. Est-ce que c'est chronologique ou pas ou... Non. Alors, voilà. Alors, oui, oui. Bah, on peut lire un extrait qui est une rêverie. Écoutez, je vous laisse choisir. On est d'accord, hein, on laisse... Alors, vous n'aurez pas à vous embêter pour le micro, Fouad. Je tiendrai le micro afin que... Non, mais c'est vrai. Hein. Et alors, justement, pendant ce temps, vous avez vu comme il faut savoir tout faire. Je vais demander à chacun de nos invités, s'ils sont d'accord, de sélectionner, si vous êtes d'accord, un extrait du livre. Et après, on vous posera aussi des questions. Voilà. Très belles éditions, minuit. Voilà. Et ben voilà. Et Benoît a apporté son exemplaire, bravo. Vous avez lu les livres des auteurs dans le public? Est-ce que des gens ont lu? Oui, ben voilà. Ah ben voilà, merci. C'est pour créer ce temps d'impatience. Et on est d'accord, c'est poétique. Voilà. C'est des univers différents avec une pointe d'ironie. Fouad, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez choisi... Allez-y, de toute façon, c'est qu'une invitation au voyage, comme dit le poète, une invitation à la lecture. Vous voulez que je tienne le micro? Très bien, je vous enlève celui-là. Aller vite était sa devise. Vite et mal, précisait-il, en suivant sur la route les mouvements de son cœur, et se livrant à mille acrobaties et facéties, jouant à nous faire peur ou pour japper à ses peurs, à se faire peur peut-être. Ah, il avait une peur panique de la mort. Il disait souvent, comme si cette boutade pouvait le protéger, plutôt crever que mourir, mon ami, et faisait tout très vite, comme si le temps dût bientôt lui manquer. Il avait en toute chose un goût immodéré pour la vitesse, courant les filles au pas de charge, les idées et les livres, doublant tout le monde sur son passage dans des joutes verbales de bonne foi ou mauvaise, ses ennemis et ses amis, ses maîtres, ses rivaux, attrapant tout au vol, à demi-mot, sans parole, plus vite que le temps rapide, rapide comme l'humour, à se dépasser soi-même ou à se railler dans l'éclair d'un éclat de rire. Sensible, dogmatique, avec des grands accès de doute et de mélancolie, ses colères étaient fastes et son rire homérique, aimant la vie dans toute sa démesure et de tous mes amis le plus désespéré. Coureur il l'était, pour sûr, coureur et séducteur, d'une générosité sans borne, fidèle en amitié, qui lui cédait n'était plus à séduire, se lassant vite, aussi vite de qui lui résistait. Merci, Fouad. Juste Fouad, une question quand même à vous poser, parce que vous avez dit un élément important. Vous avez dit qu'il faut du temps pour maîtriser la prose. Ça veut dire que ce roman commençait sans, évidemment, date précise. Il était commencé sans être prose ni poésie. Oui, là, il était commencé. Mais est-ce que vous l'avez continué à des étapes précises de votre vie? Oui. Et donc ça, c'est voilà, à 30 ans, 40 ans, c'est que ça se passait comme ça? Jusqu'à 60, 70. Ça venait régulièrement comme un refrain? Comme un refrain, non, mais les refrains, c'est des moments de la vie, vous comprenez. Il y a des moments où on n'écrit pas, ou alors certains automnes, ou dans les moments de deuil ou de disette, on écrit, mais il était toujours là. Et je pensais que je ne le terminerais jamais parce que je mourrais avant, et comme toute belle œuvre, il serait inachevé. Et voilà, mais il est inachevé quand même, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il a atteint Rien du tout. Même quand vous êtes arrivé au bout de cette démarche, il était dans un état d'inachèvement que vous acceptiez pour pouvoir l'éditer? Oui, il était dans un état d'inachèvement achevé. Voilà. Et vous avez quand même ressenti quelque chose, ça fait plaisir quand même. Non, c'est au-delà du plaisir. C'était une trop grande joie? Non. Je ne tire pas ma joie de l'écriture, non. D'accord. Bon, voilà, hein, c'est l'impression de poser des questions, mais c'est les questions qu'on peut se poser aussi quand on connaît le déroulé de ce roman, où sont les caméras, elles sont là. On a l'impression d'être sur un plateau. Alors, on est passé de la poésie, on revient à l'Est, car c'est l'art des transitions. On revient dans la vie d'Elena, avec vous, Ludmilla. On fait des rimes sans faire exprès. Alors, quel extrait du livre vous avez choisi de partager avec nous? Alors choisir, c'est un peu au hasard, hein, parce que voilà, on va dire que c'est au hasard. C'est le chapitre 19. Un après-midi où il faisait particulièrement chaud, Magda emmena Anna et Elena se baigner dans la rivière qui bordait Novemesto.
Elena entra craintivement dans l'eau. Elle sentait des frôlements veloutés contre ses jambes. C'était peut-être des algues. Ce pouvaient être aussi des poissons avançant à l'aveugle, ou des êtres indolents qui se laissaient emporter par le courant, pris dans la couche épaisse de débris végétaux que charriait la rivière. S'efforçant de surmonter sa répugnance, elle se mit à nager plus vite dans l'eau glacée. Anna, qui était restée à sa hauteur, disparut soudain, et Elena s'affola, consciente de ne pas nager assez bien pour vouloir lui porter secours. Anna réapparut en riant, les cheveux dans les yeux. Des enfants sautaient à pieds joints depuis un rocher en surplomb, trouaient la surface verte, émergeaient en crachant au milieu des cris. À quelques mètres, l'ombre des arbres délimitait une zone où l'eau noire se figeait sous les arabesques fantasques de nuages de moucherons. Magda, qui n'avait pas voulu se baigner, et là, Anna et Elena depuis le bord. Le sol était doux sous les pieds dans l'enchevêtrement des roseaux. Pendant qu'Elena se rhabillait, Magda frictionna avec une serviette éponge le corps d'Anna rougi par le froid. On aurait dit une araignée enveloppant sa proie dans un cocon. On voit les styles différents, quand même une part de poésie. Ce qu'il faut dire aussi dans les destins que vous racontez, c'est que, et c'est tout à fait juste, Ludmilla, en fait l'histoire change mais pas eux. Parce que par exemple, à un moment, votre héroïne va travailler pour une entreprise privatisée puisque c'est la fin du régime dit communiste. Et en fait, quelque part, comme dire l'autre, ça ne change rien à son quotidien. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire ce temps avance mais pas son temps personnel. Oui, mais je crois que c'est... Enfin, il me semble, pour le peu que je... Enfin, je ne sais pas qui je suis pour dire ça, mais il me semble que quand on appartient à une classe sociale très basse, je ne crois pas vraiment que les bouleversements politiques aient un effet immédiat. Je crois que la vie continue son chemin, son difficile chemin, et qu'on s'adapte, on bricole, mais on ne change pas de vie. On reste le même et on essaye tant bien que mal de continuer. Il m'a semblé que c'était ce qui révélait en fait ces personnages que j'avais en tête. Que c'était cette espèce d'obstination à continuer malgré tout qui les révélait. Cette continuité finalement qui aussi permet d'aller au-delà des clichés et qui permet de rentrer dans l'intimité de ces personnages, effectivement. Intimité également dans votre livre où vous nous donnez, on le disait à l'instant, à mieux connaître cette mère, et avec un autre style, une réalité qui de fait est plus proche de nous, puisque finalement elle est ici, elle est à quelques kilomètres de là. Alors quel extrait vous avez voulu partager avec nous ? Difficile, hein ? Difficile de choisir. Ouais. Alors c'est vrai, vous avez vu, il y avait déjà des sélections, mais c'est pas pour orienter le choix de nos invités auteurs. La mère a tout décidé, seule. Elle a eu le temps de se préparer depuis toutes ces années. Elle s'est cachée de tous. Elle a choisi son heure, en pleine nuit. Elle a choisi de mourir seule, dans le noir de la nuit, sans faire de bruit. Elle est morte seule, toute seule, abandonnée de tous, abandonnée du début jusqu'à la fin. Ils l'ont trouvée au petit matin, juste avant que son fils ne l'appelle. Elle serrait une photo contre son cœur, la photo de son homme, son sauveur, son prince charmant, celui qui l'a tant fait souffrir. Elle serrait le portrait de Paul, son mari, le père de ses enfants, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé. Elle est morte en le serrant contre lui pour ne plus avoir peur. Peur de la nuit, peur de la vie, peur de la mort. Elle n'a rien dit quand ils l'ont trouvée, pas un seul mot, étendue dans le silence du petit matin, le visage apaisé, délivré de sa vie si dure, cette vie que lui envie sa fille qui a dit à tout le monde que la mère a une belle vie, cette vie si difficile contre laquelle elle s'est battue avec tant de courage. Elle n'a rien dit quand ils se sont approchés, ils l'ont regardée, elle avait son sourire sur les lèvres, elle souriait à la mort. Ils ont essayé de lui retirer la photo qu'elle serrait contre sa poitrine, contre son cœur. Elle a résisté. Elle n'a pas voulu qu'on la lui vole. Elle s'est accrochée une dernière fois à l'homme de sa vie,
Le Fils a demandé qu'on la respecte au moins une fois, une dernière fois, dans sa mort, qu'on la laisse partir avec lui. Le mari, le père, le Fils regarde sa mère, il regarde ce couple de malfaiteurs, ceux qui ont fait comme ils ont pu, comme ils ont voulu. Cet homme et cette femme libre, elle n'est pas seule, elle n'est plus seule, elle est partie avec lui pour la vie. Elle est morte d'avoir été mal aimée, morte d'avoir mal aimé, morte d'amour. Ce qu'il faut dire aussi, Emmanuel, dans Elle la mère, et c'est peut-être une impression de lecteur, encore une fois hautement subjective, c'est qu'évidemment, ça dit des choses sur la mère, mais par une forme de ricochet, ça dit aussi des choses sur le fils, et notamment sur ce rôle du fils. Ce n'est pas un portrait du fils que vous décrivez, on l'a bien compris, et pour autant, peut se sentir complice du fils, on perçoit la responsabilité de laquelle il est investi de fait, puisqu'il écoute, même si sa mère dit des choses qui sont erronées. Vous avez pensé au fils, vous l'avez dit, vous n'avez pas souhaité le nommer, sauf à un moment précis du roman, mais est-ce qu'en filigrane, vous avez aussi pensé au fils quand vous écriviez? Vous posiez des questions sur lui, sur sa façon de réagir, parce que parfois on peut porter, nous, lecteurs, un jugement moral sur sa façon d'accueillir la folie de sa mère. Le lecteur a le droit de porter un jugement, évidemment. Mais c'est vrai qu'en écrivant Elle la mère, j'avais envie que le fils lui dise à la fin qu'il l'aimait, en fait, malgré tout, malgré toutes ces souffrances que la mère lui a faites à travers les histoires en filigrane. J'avais surtout envie de lui dire que le fils l'aimait et que c'était une grande déclaration d'amour, en fait, que tous les fils ont envers leur mère, malgré tout. Comme une sorte d'hommage, mais qui est au présent, en fait, oui. Puisque ce n'est pas la mort qui décide de couper la relation, si j'ose dire, entre la mère et le fils. Oui, il y a quelque chose qui dure. Une mère ne meurt jamais. Voilà, une belle phrase aussi. Voilà. On a plein de belles phrases et de perles que l'on peut ramasser grâce à ces discussions. Nous partons avec vous, Benoît, en Argentine. Et vous, alors, vous nous emmenez où? Où retrouve-t-on Marcel? Alors, sur le bateau, c'est un extrait du début. Lorsque Marcel Duchamp n'est pas encore arrivé en Argentine, il est sur le point d'arriver. Et voilà, c'est un extrait qui est un peu un portrait programmatique du Duchamp vaporeux qui va être le personnage du récit. Soyons honnêtes, si Marcel Duchamp passe autant de temps dans la smoking room du bateau, ce n'est pas juste par amour du tabac brun. C'est surtout qu'il aime les écrans de fumée. Comme le poulpe dans son nuage d'encre, il se camoufle dans l'épaisse fumée des pipes et des cigares. Cette nuit, il s'est mis dos à la dernière lampe encore allumée à 7 heures, de sorte que le narrateur omniscient n'en voit pas plus qu'une silhouette embrumée. De profil, on distingue à peine un nez très droit, comme tracé à la règle, une bouche discrète, ni moustache ni barbe, un menton rebondi. Si l'on y voyait un peu mieux, on dirait qu'il est beau, qu'il a la trentaine, le regard doux, mais que parfois sa joue se tord en un léger rictus, comme s'il allait faire une mauvaise farce. Tongue in cheek, comme on dit à New York. Seulement voilà, on n'y voit presque rien. Il faudra faire avec. C'est à un Duchamp vaporeux qu'on aura affaire ici. Une silhouette floue donc, qui ne se laissera pas facilement saisir du regard, qu'il faudra traquer dans les recoins d'une ville en damier qu'il ignore encore. Qu'on apercevra peut-être au moment de regarder ailleurs, vers celles et ceux qui l'accompagnent, ou vers quelques témoins qui passera par là. Un Duchamp si furtif qu'il va sans doute rater des choses, mais le poulpe dans son nuage d'encre ne se prive-t-il pas lui aussi des beautés des fonds marins? Un Duchamp furtif et surtout un Duchamp venu trop tôt, lorsqu'à Buenos Aires on n'entend pas encore parler d'avant-garde, lorsque là-bas les grands personnages de la modernité sont encore en herbe. Pour bien faire, il faudra dire ses rendez-vous manqués, ses biographies non séquentes, raconter une histoire d'incoïncidence. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, le bateau longe la côte uruguayenne. Il arrivera à bon port dans quelques heures, à l'aube. Voyons voir. Nous étions avec Marcel Duchamp et dans votre livre également, Benoît, vous nous racontez ces faits historiques. Vous écrivez « Apollinaire, poète au front comme à l'arrière, écrit à sa fée Madeleine des lignes ardentes. Pendant ses permissions, Raymond Duchamp-Villon
frère aîné de Marcel, sculpteur cubiste, mais présentement médecin sur le front de Champagne, trace et retrace les courbes ardentes, elle aussi, de son cheval majeur, chef-d'œuvre cabré comme une machine de guerre. La perfide année 1916 va stopper net les tracés ardents pour le poète et pour le sculpteur, respectivement d'un éclat d'obus et d'une crise de fièvre typhoïde, mais garder l'un et l'autre en vie pour quelques mois encore. Et là, tout d'un coup, au milieu d'un univers qui peut être un peu fantasque, un peu amusant, la réalité prend ses droits et on se met à réfléchir à l'engagement finalement. Parce que ce Duchamp, il est resté dans les mémoires collectives, mais à une heure où d'ailleurs on disait au début de cette rencontre, la guerre se repose avec une acuité incroyable, on se dit finalement ce Marcel Duchamp, vous ne l'avez pas trouvé, je vais oser le mot, lâche, parce que ça fait réfléchir. Son frère était aussi un artiste, Apollinaire était évidemment un poète. Il y a quelque chose de... C'est un ressenti en tant que lecteur, mais c'est presque un coup d'obus émotionnel pour le lecteur, de se dire, c'est vrai. De l'autre côté, on mourrait pour défendre un pays, quelle que soit, bien sûr, l'opinion qu'on peut porter sur la guerre. Comment vous voyez ça ? Alors, à sa décharge, quand même, il a été exempté du fait d'un souffle au cœur. Donc, en fait, le médecin militaire l'a exempté. Et puis, effectivement, il fuit la guerre. Il fuit aux États-Unis pour fuir la guerre, effectivement. Et à nouveau, il fuit les États-Unis lorsque les États-Unis entrent en guerre. Parce qu'il se définit clairement comme antimilitariste. Il ne supporte pas de voir voilà, tous ces drapeaux, toute cette... Il y a une scène que je décris à un moment du livre qui est l'armistice, fêté également en Argentine. Mais lui fume sa cigarette au balcon en pestant contre tous ces hymnes et tous ces drapeaux. Donc effectivement, il y a un côté en retrait, en tout cas, qu'on peut voir comme lâche. En tout cas, ce qui m'intéressait de montrer aussi, c'était ce que je disais tout à l'heure, à quel point il passe à côté d'une dimension extrêmement politique de l'époque en Argentine. Il ne veut pas être un personnage politique ? Je pense que non. Enfin, en tout cas, on l'a beaucoup appelé l'anartiste. Et je pense que, je ne sais pas s'il se revendiquait de l'anarchie telle qu'elle était définie à l'époque, mais antimilitariste très clairement, et puis antipatriotique. Et puis voilà, il voit passer ces foules prolétariennes, enfin ces foules du peuple argentin, il ne s'y intéresse pas particulièrement. Il reste aussi dans une forme de, et on peut le découvrir au fur et à mesure du livre, d'une vision un peu parfois absurde, ou en tout cas humoristique de l'existence. Il s'amuse à faire des fausses publicités avant l'heure. On peut le découvrir, on pourrait en tout cas d'imaginer des métiers. Donc c'est vrai qu'il cultive son personnage et une cohérence, et il reste en distance de l'époque. Alors il y a cette distanciation, ce lien qu'on peut avoir avec l'époque, et le lien qu'on peut avoir avec la poésie. On en parlait tout à l'heure avec vous, Fouad. Vous avez écrit une poésie inachevée que vous nous donnez à lire sur plusieurs années, c'est vrai. Quels poètes vous ont accompagné? Ils devaient être nombreux tout au fil de ces années. Quand vous pensez à qui, vous pensiez à qui, vous avez pensé à qui en écrivant ça? Quel poète était là auprès de vous, vous aidant à nourrir votre plume? Nerval, Grac. Oui. Voilà, je retends le micro. Nerval, Grac. Ils étaient là avec vous pendant que vous écriviez? Ouais, ils n'étaient pas à côté de moi, mais enfin... Oui. Mais c'est mes préférences, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous... Vous parliez de Proust, mais non, surtout Julien Gracq et Nerval, qui sont les grands prosateurs que j'aime. Et vous dites finalement, les prosateurs finalement sont aussi des poètes, on a tendance à l'oublier. Des musiciens, oui. Et quand vous avez présenté votre livre à l'éditeur, en fait, comment il a accueilli cette forme particulière? Parce qu'on n'est pas habitué, peut-être à tort, à entendre ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'il y a une poésie cachée dans cette prose. Ils ont tous été unanimes, il y a eu 3 lecteurs, et puis Antoine Gallimard voulait en avoir le cœur net, il l'a lu lui-même, et il a dit il faut le publier, voilà, c'est tout. Vous parlez avec beaucoup d'humilité de ce travail, qui est un travail sur plusieurs années. Pourtant, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de souffrance. Souffrance, non. Doute, bien sûr. Sans le doute, on ne fait rien. Non. N'essayez pas d'aller plus loin, je ne parle pas de moi. Non, c'est pour comprendre votre travail d'écriture. Donc vous étiez complètement absorbé par votre œuvre? Non,
pas complètement absorbé, mais attentif. Vous la voyez grandir sous votre plume et puis vous l'observiez. Oui, oui, bien sûr. On arrive à trouver un terrain d'entente aussi. On essaie de percer les chemins ou ce qui conduit. Il n'y a rien à percer en plus. Donc le livre est là, il n'y a plus qu'à le partager finalement. Donc vous pourrez nous lire un deuxième extrait si vous voulez. C'est peut-être le meilleur cheminement. Il n'y a rien à percer, mais on essaie de comprendre les livres. Mila, quand vous nous plongez dans cette réalité de l'Est, on le disait à l'instant, puisque parfois on est rejoint par l'actualité. La belle saison, vous l'avez écrit. Depuis, on ne peut pas ne pas vous poser la question. Il y a des événements qui se passent en Europe de l'Est, en l'occurrence en Ukraine, en Russie. Est-ce que la romancière que vous êtes, ça lui donne envie je ne sais pas, de prolonger d'une manière ou d'une autre un livre qui aurait un lien avec ça? Vous vous êtes interrogé sur ce que penserait votre protagoniste d'une telle situation? Est-ce que ces personnages continuent de vivre une fois le livre achevé? Et est-ce que vous vous dites comment ils réagiraient à cette actualité? Vous voyez, cette espèce de... Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le penser, de s'interroger en tant que lecteur. C'est un lien qui est tellement presque peut-être trop évident. Je ne sais pas trop quoi vous répondre, parce que les personnages de ce livre ont pour modèle des gens qui sont morts. Alors qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Je pense qu'à part l'effroi et l'incompréhension, ils n'auraient pas pensé grand-chose. Est-ce que ça me donne envie de prolonger le livre? Non. D'en faire un autre tout différent? Oui. Je ne crois pas qu'on puisse réagir à quelque chose d'aussi effrayant de cette façon-là, par l'attention à l'infime, à l'émotion. Je crois qu'il faudrait s'y prendre tout autrement. Je ne sais pas encore comment. C'est encore un travail en réflexion, c'est ça. Est-ce que, bien que c'est vrai, vous l'évoquiez, c'est des personnages qui sont morts, mais qui sont ancrés dans une histoire qui nous semble familière, même si on l'a vécue à distance, vous parliez de vos racines. Vous avez eu des retours de gens qui ont vécu ces périodes à travers les lecteurs ou qui ont découvert ce qu'était ce quotidien de l'Est? D'abord, j'ai eu peu de retours, donc je ne sais pas. Mais oui, 2 ou 3 personnes m'ont dit qu'ils avaient retrouvé quelque chose comme une couleur ou une odeur, une atmosphère, quoi. Quelque chose qui ne tient pas d'ailleurs, et heureusement, uniquement à la Slovaquie, mais à, disons, l'Europe centrale. Et oui, ça m'a fait plaisir qu'il y ait cette espèce d'empreinte à la fois, d'empreinte sensible, en fait. Je crois que c'est de cet ordre-là. Mais je ne sais pas si des gens ont pu découvrir cette réalité grâce au livre, je n'en sais rien. Je disais découvrir parce que dans le livre, il y a plein de détails finalement sur l'organisation qu'on découvre. Quand le mari de votre protagoniste va par exemple travailler en Grande-Bretagne, ça paraît être évident pour vous, mais on peut être surpris de voir que finalement cette mondialisation dont on nous parle tant, c'était des effets concrets. Lui, finalement, d'ailleurs, finit pratiquement par habiter là-bas parce que son travail est là-bas. C'est des choses qui se passent en direct qu'on peut théoriser. C'est pour ça que je disais, parfois, il y a des faits quotidiens qui peuvent paraître évidents et que vous découvrirez en lisant ce livre. Donc il y a l'après-livre, évidemment, quand on dresse un portrait. C'est aussi la question qui se pose à vous, Emmanuel, parce que vous avez partagé cet extrait qui était évidemment plein d'émotions. Vous avez parlé de cette déclaration d'amour à la mer. Et on a parlé du fait qu'évidemment, le lien avec la mer, il est éternel. Il ne dure pas le temps d'un roman. Et Dieu merci. Mais c'est presque une question peut-être évidente. Mais comment on fait pour sortir indemne d'un tel livre? Parce qu'on se dit que forcément... en étant étranger à l'histoire, on est gagné par de l'émotion, comme on peut être gagné par la poésie, comme on peut être, on est porté en sentiment. On ferme le livre, l'actualité nous amène à nous poser des questions sur le vieillissement, mais ça va au-delà du roman et c'est pas un roman sur ce sujet stricto sensu. On pense à vous, auteur, on se dit comment on fait l'après, comment on vit l'après. Il y a peut-être des retours de lecteurs aussi. Comment tout ça se noue? Voilà, c'est le... Ah, c'est le vôtre, mais il est magique. Alors. Je suis pas sûr que si ça marche. En fait, c'était extrêmement difficile d'écrire sur la mer pour le premier roman.
Et en fait, je viens de publier il y a 2 jours la suite de Elle la mère, qui s'appelle Dire. Et ça raconte en fait l'histoire du fils, parce que c'était très déséquilibré en fait. Et je voulais faire un diptyque. Le premier volet avec Elle la mère sur la mère, et le deuxième volet avec Dire sur le fils. Donc je raconte l'histoire du fils dans le deuxième volet. Et au niveau Donc des... on s'en sort bien. On s'en sort bien, c'est-à-dire que vous avez prolongé, il n'y a pas eu l'après-roman, Prolongé. voilà, Non. vous avez prolongé. Ouais, Et, j'ai prolongé. et vous avez pensé à la mère en écrivant sur le Et fils. évidemment, elle réapparaît dans le deuxième roman. Et le ressenti des lecteurs, parce que c'est une situation universelle que vous décrivez, doit être... Alors il y a peut-être l'aspect romanesque, mais il y a Alors, ce qui l'aspect... est très amusant, c'est que j'ai déjà des lecteurs de Laval qui m'ont envoyé leur retour cette nuit, donc c'est tout frais. C'est d'une rapidité extraordinaire. C'est impressionnant, mais voilà, c'est la réalité. Et ils ont encore plus aimé la deuxième partie que la première. Donc, vous seuls jugerez, voilà. Donc vous remerciez les lecteurs de... Exactement, je les ai remerciés déjà. Ouais. Et est-ce qu'il y a des personnes âgées, entre guillemets, qui vous ont lu ou qui Oui, sont... alors, très curieusement, les personnes âgées sur le deuxième roman, qui est quand même très particulier, parce que ça traite de l'homosexualité, etc., ne sont absolument pas choquées par les scènes que moi je pensais très crues, et elles ne sont absolument pas choquées par ça. Vous avez été surpris par une forme de bienveillance des Oui. lecteurs? C'est incroyable, incroyable. Non, je suis très très surpris. Ouais. Et en fait, on peut tout raconter. C'est l'enseignement, c'est la façon dont on le raconte qui, à mon avis, est très importante. Moi, je veux pas choquer, ça m'intéresse pas. Je veux pas. On peut tout dire, mais il y a façon de dire. Voilà. Ça veut dire que vous auto-censurez? Non. Vous, en tout cas, vous remaniez votre plume plusieurs fois? Ah oui, c'est. Cet exercice... J'écris mes romans, je les écris au moins 5 ou 6 fois. Je les réécris entièrement pour essayer d'avoir. Enfin, j'essaye d'avoir le mot juste, en tout cas. J'essaye. Voilà, et c'est un bel hommage et on voit l'efficacité des lecteurs de Laval. Peut-être que certains d'ailleurs partagent tout cela. Dans ces moments d'histoire, ces portraits, vous sortez pas de Duchamp, Benoît. Il est toujours avec vous après le livre, il continue à vous hanter, il réclame des comptes. Ou alors est-ce que vous avez au contraire des férus de Duchamp, des historiens, historicionnistes, si j'ose dire, qui vont traquer les détails en disant vous ne pouvez pas dire ça? Parce que vous prenez un personnage, comme vous l'avez dit, qui est mythique, donc il y a forcément des gens qui sont attachés à scruter le moindre détail de sa vie. En tout cas, du moins, on peut l'imaginer côté lecteur. Oui, mais l'avantage, c'est que j'ai choisi un chapitre de sa vie dont personne ne connaît. Donc personne n'ose presque rien. contester. Donc j'ai pris mes précautions là-dessus. Et puis il y a ces espèces de petits chapitres initiaux qui sont un peu des disclaimers. Attention, tout cela n'est qu'hypothèse. Donc non, j'ai pas eu de retour de spécialiste. Et puis Duchamp, je l'ai laissé en Argentine, ça va, il me hante pas trop. Je suis passé au Mexique là, mais non. Ah, parce que vous travaillez maintenant sur le Mexique? Ouais, pas sur une toute Donc, autre histoire, mais mais mexicaine. toujours nourri par le continent sud-américain. Oui, tout à fait. Et le fait d'avoir écrit ce livre, ça vous fait voir Duchamp autrement? Disons que je suis content d'avoir exploré cette facette un peu paradoxale de la figure Duchamp, y compris, comme on le disait tout à l'heure, dans ce qu'il rate, là où il ne s'engage pas tellement. Et voilà, cette figure de Duchamp qui reste jouer aux échecs pendant des heures et des heures, alors qu'il y a une réalité politique extrêmement effervescente autour de lui. Est-ce que ça me le fait voir autrement? Je ne sais pas trop. En tout cas, j'étais content de l'avoir placé dans cette ville que moi je connais bien et que lui a découverte aussi 100 ans avant moi. Voilà, donc c'était aussi un plaisir d'imaginer cette ville dont j'ai un souvenir un peu intime. À travers ses yeux aussi. Oui. Mais aussi à l'inverse, je me suis amusé à le faire passer dans des rues qui m'étaient familières, à côté de là où j'habitais, etc. Donc il y a un aller-retour comme ça. Et il y a des écrivains qui vous ont accompagné pendant cette écriture, des sources d'inspiration, des gens qui n'étaient pas Duchamp. Et si oui, qui étaient-ils? Alors effectivement, il y avait Duchamp qu'on pourrait presque considérer comme un écrivain, ce qui au début m'a un peu bloqué d'ailleurs, parce que quand on lit les notes de Duchamp, c'est un langage c'est très travaillé. Hein. Extrêmement travaillé, fait de traités de mécanique, de psychofluidisme, il était très science paranormale, etc. Donc, et puis tout ça fait un mélange
assez indigeste, enfin en tout cas complètement fou à lire, sur des petits papiers dispersés qui ont été rassemblés chez Flammarion aussi. Et donc il y avait le Duchamp écrivain, et puis après il y a eu effectivement plein d'autres influences. Je me suis amusé comme ça au fil du livre à intégrer des vers de poètes de l'époque, notamment Apollinaire. Voilà, il y a des vers comme ça, des vers blancs au milieu de la prose. Echnoz aussi, que je lisais à l'époque, qui m'a un peu aidé sur le ton et la distance par rapport au portrait, justement. Donc il y a eu plein d'influences, effectivement. Et en ne tombant pas dans le piège de ces notes de Duchamp, c'est-à-dire qu'ils sont très techniques, de ne pas être la caricature du Duchamp aussi, c'était l'écueil à éviter. Oui, de me nourrir de ce langage complètement hétéroclite de Duchamp et en même temps de le mettre à distance en l'insérant par petits fragments. Et vous croyez que vous avez aidé des lecteurs à découvrir Duchamp, à s'intéresser à Duchamp? Ben, j'espère, et puis j'espère aussi que c'est un œil un peu nouveau sur la ville de Buenos Aires à l'époque et sur l'Argentine de l'époque. C'était aussi mon objectif que d'apporter une photographie de cette ville à l'époque qui était vraiment passionnante pour l'immigration, l'espèce de cosmopolitisme qui était très présent à l'époque, l'effervescence politique, cette espèce de fanatisme pour les sciences occultes qui vraiment traverse toute la ville à l'époque aussi. Donc voilà, donner à voir cette ville de 1918. Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Duchamp, la première expo, la première fois que vous voyez un truc, et hop, ou alors ça s'est fait progressivement? Si, j'ai un souvenir assez précis justement dans ce bouquin d'art pour enfants là, où il y avait une image de la boîte en valise de Duchamp, qui est une grosse boîte en bois qu'il avait construite et dans laquelle il avait mis des reproductions de ses œuvres les plus connues sous forme miniature. Donc il y a un mini urinoir, il y a un mini grand verre. Et ça, moi, comme j'adorais les boîtes et les modèles réduits à l'époque, ça m'avait beaucoup plu. Vous aviez quel âge? Vous étiez jeune. 8-10 ans. Quoi. 8-10 ans, donc vous voyez, c'est une vocation précoce. Alors finalement, Duchamp devient jeune. Alors, on laisse les mini-boîtes et on repart dans la prose poétique avec vous, Fouad? Comme ça. Voilà, et je tiendrai le micro et... Pardon. Voilà. Peut-être vous lire plutôt le poème liminaire qui résume le livre. Ça vous va, le poème liminaire, hein? Voilà, ben voilà. Ouais. Comme un serpent sur une branche. Ce jeune homme qui se tient ce soir dans mon fauteuil, un sourire aux lèvres, croisant ses jambes comme un serpent sur une branche, c'est moi, ce n'est pas moi. J'assiste à mon rêve comme à un film, les séquences défilent à toute vitesse, le montage ressemble à un poème qui se détache à chaque image de moi. Je reconnais parfois ma vie, qui me fait honte ou que j'envie. Je reviens parfois en arrière pour voir de près un passage qui m'a plu ou que j'ai oublié. Je coupe le son où son volume augmente. Le générique est en morceaux. Comme un vieil arbre se défeuille, par la fenêtre, les collines soulèvent leur poitrine. Les fleurs se déplacent d'une tige à l'autre, à chaque vent. La pluie crépite sur les vitres. Et l'ananas, sa tête de hibou sur la table ulule. Les moustiques sous la lampe accordent leurs instruments. Une fois de plus, tout recommence. J'écoute avec mes yeux cette femme aux lèvres belles qui me parle en dormant, sans savoir si c'est elle qui rêve dans mon rêve ou moi qui rêve dans le sien. Voilà, ça mérite... Comme on va bientôt se quitter, si vous avez des questions, on a loué l'efficacité des lecteurs de Laval. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous, si j'ose dire, manifester. Et c'est un peu la même question qu'on avait envie aussi de vous poser, Ludmilla. Dans cette écriture, il y a des écrivains, pas forcément de l'Est évidemment, qui vous ont accompagné, voilà, des sources d'inspiration, ou peut-être des musiciens, je ne sais pas, qui étaient là comme des porteurs d'inspiration. Oui. Ah ben voilà, j'ai une bonne question. Oui, mais sans que ça se voit. Il y a ceux qui m'ont tout simplement donné envie d'écrire, et il y a Antonio Tabucchi, ça c'est le plus grand. Il y a aussi Philippe Roth, même si l'affiliation avec ce que j'ai pu faire n'apparaît vraiment pas. Il y a Ludmila Ulitskaya, qui a un ton que je trouve tellement enthousiasmant, tellement séduisant que c'est vraiment l'idéal à atteindre.
Puis il y a Victor Hugo, parce que Victor Hugo, je travaille dessus en tant que prof et que je vis avec Victor Hugo quand même depuis très longtemps. Je ne pense pas que ça puisse laisser indemne non plus. Et vous êtes prof, vos élèves sont en âge de vous lire. Et ils ont lu ou vous n'avez pas parlé. Il y a voilà. Et en tout cas, Victor Hugo était là. Et si vous aviez un livre à conseiller de Ludmila, dont vous nous parliez à l'instant, qui n'est pas forcément un auteur auquel on pense, quel livre pour découvrir? De Ludmila Ulitskaya, Sonieczka par exemple, ou le Chapiteau vert, ou le dernier que j'ai pas lu encore, et qui s'appelle. Voilà. Et le dernier est magnifique, mais je ne sais pas son titre. Le Chapiteau vert, oui. Et vous, Emmanuel, est-ce qu'il y a des... Alors, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. On est là aussi pour découvrir, parce que c'est une invitation à la lecture. Alors moi, je vous conseillerais de lire ou de relire Vie et destin de Vassili Grossman, surtout en ce moment. Voilà. C'est une chose qui tombe un peu sur le sens. Benoît, vous avez un conseil de lecture à nous donner? J'ai pas du tout préparé cette question. Non, mais c'est pas grave, on est là pour essayer de découvrir, et ça permet de partager sur ces romans et l'art du portrait. Et finalement, au terme de ces livres que vous avez écrits, que vous avez parcourus, qu'est-ce que vous gardez comme mémoire? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous avez l'impression d'avoir découvert des parts de vous-même? Parce que c'est souvent une remarque que l'on fait sur le fait d'écrire, en fait. On révèle des choses, Oh oui, allez-y, vous avez le micro. Je ne sais pas ce que j'ai découvert de moi. En tout cas, si, peut-être l'envie de m'appuyer sur des faits réels, comme c'est un peu le cas ici. Mais ce que j'aime bien et ce que je retrouve en écrivant le texte suivant, c'est que j'aime bien rendre visibles les hypothèses, comme je le disais toujours tout à l'heure. Rendre visibles les conjectures, les coulisses, dire attention ici, on ne sait pas trop, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé, mais oui, essayons d'imaginer cette scène. De révélateur. Et la question qu'on a envie de poser à vous, Fouad, il y a en ce moment, au moment où nous parlons, une prose qui est en cours d'écriture, alors, dont on ne sait pas? Oui, mais moi je vous conseille de lire Eugène Onegin de Pouchkine. Ah oui, ça tombe aussi. Ou alors d'écouter l'offrande musicale de Bach. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un beau conseil qui tombe à point nommé. Et vous avez trouvé le titre du livre en question, comme ça, on bouclera. Le corps de l'âme, voilà. On a essayé de vous donner des conseils de lecture. Y a-t-il des questions dans la salle? Bon, tout le monde a été sage. On vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé. Alors, le plus important, c'est bien sûr que vous allez pouvoir rencontrer les auteurs et ils auront l'occasion de vous en dire plus sur leurs œuvres et de dédicacer. Merci à vous, et puis vive la lecture, vive la prose, vive la poésie, tout simplement. Merci à vous. After I run these streets, after I run these streets, oh.